389 jours. C'est le temps qu'il m'aura fallu pour rendre possible ce que nombreux m'avaient décrit comme impossible. Mark Twain disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Mais qu'en est-il de ceux qui l'ont fait en pensant que c'était impossible? Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter 3 chapitres de ma vie et, à travers eux, vous montrer que parfois, rendre possible l'impossible devient nécessaire. Si l'on remonte quelques siècles en arrière, l'être humain parlait encore de miracles. Aujourd'hui, le miracle a été remplacé par le progrès. Entre intelligence artificielle, navettes spatiales et autres monuments suspendus dans les airs, la recherche, l'innovation, la connaissance ont rendu possible ce qui, hier encore, était décrit comme impossible. C'est donc la notion même d'impossible qui, rattrapée par le temps, est remise en cause. Est-il réellement impossible d'aller vivre sur Mars? Est-il réellement impossible de se passer de toute énergie fossile et de faire rouler nos voitures à l'hydrogène? Est-il impossible encore de trouver un modèle dans lequel chaque personne sur Terre puisse manger à sa faim? Ce qui est sûr, c'est qu'en 1950, il était impossible de concevoir un bras bionique contrôlé à distance par les neurones et procurant à son utilisateur des informations sensorielles. Pourtant, à l'heure où je vous parle, c'est possible. En 1950 toujours, il était impossible de concevoir un outil aussi puissant que la télévision pour asservir et diminuer les capacités cognitives de toute une population. Pourtant, en 2021, TikTok l'a fait. Maintenant que nous sommes d'accord sur le fait que le progrès, à plus ou moins long terme, est en mesure d'annihiler toute forme d'impossibilité, je vous propose de revenir sur les 3 chapitres. Le premier chapitre débute en septembre 2020. Je suis alors étudiant en classe préparatoire et survient au cours de l'année un virus, et avec lui une crise sanitaire mondiale qui aura indubitablement changé le cours de l'humanité. Le virus de la Covid-19. De confinement en confinement, des dizaines et des dizaines de milliers d'étudiants perdent leur emploi quasi simultanément. Des étudiants qui peinent à payer leur loyer, qui peinent à se nourrir, qui peinent à répondre à leurs besoins vitaux. Et parallèlement à ça, les bars, les restaurants, les cafés ferment un à un, et les invendus s'empilent à chaque fin de journée. C'est là que, cloîtré dans ma chambre, entre 2 sessions de révision, j'ai eu une idée. Créer une plateforme de livraison de repas gratuite à destination des personnes dans le besoin. Dans ma tête, c'était extrêmement simple. Pour nous, on allait récupérer les invendus chaque soir auprès des invendus, donc des grands groupes, des commerçants, des maraîchers, pour les entreposer dans nos entrepôts, en faire des kits et les donner aux personnes inscrites sur la plateforme. Sans le savoir, je venais de créer Delivered. À l'époque, je n'avais aucune idée de ce que la création d'une telle plateforme pouvait impliquer dans mon quotidien. Ma vision était, disons, obstruée par 2 objectifs, au demeurant quelque peu naïfs, qui étaient de donner à tous la possibilité de manger décemment et de supprimer le gaspillage alimentaire. Pourtant, en 2 ans, tout est allé extrêmement vite. 1 million d'euros levés pour développer la plateforme, plus de 100 000 repas livrés aux étudiants, des centaines et des centaines de retours quotidiens, l'ouverture dans 13 villes en France, puis en Espagne, la signature de dizaines de contrats de partenariat avec des multinationales, et enfin, le cap symbolique des 2000 personnes présentes chez Delivered. À ce moment-là, je prends conscience de ce qu'on a réalisé. En 2 ans, on a levé toutes les barrières, on a cassé toutes les portes. Et le problème auquel on s'attaquait était tellement important qu'on est passé de la petite plateforme de quartier à la 3e application la plus téléchargée de l'App Store à sa sortie en 2022. En 3 ans, je suis passé du petit étudiant, trop ambitieux, trop jeune, qu'on ne prenait pas au sérieux, à gérer une plateforme regroupant plusieurs milliers de personnes en France et voir mon portrait diffusé dans le 20h de TF1. Pourtant, si l'on remonte 3 ans en arrière, la toute première personne à qui j'ai parlé de Delivered a eu des mots semblables à « Ouais, c'est lourd. En vrai, sur le papier, c'est frais de fou. Mais dans les faits, c'est impossible. Ça ne marchera pas. En termes de logistique, c'est intenable. » Et j'aimerais, si vous le permettez, m'arrêter 30 secondes sur l'utilisation par cette personne du terme « impossible ». Impossible. Il est impossible physiquement pour toute personne présente dans cette salle de parcourir 100 mètres en moins de 9 secondes et 58 centièmes. Pourtant, Usain Bolt l'a fait. Ce que certains jugeaient impossible, il en était convaincu. Alors il s'est entraîné, il a couru et il a réussi. Ma question est donc, pensez-vous que, avant de battre ce record, Usain Bolt s'est posé la question de savoir s'il était en mesure de parcourir 100 mètres en moins de 10 secondes? Assurément non.
Encore une fois, il était convaincu du fait que c'était possible. Ma deuxième question est, pensez-vous que si on avait proposé à n'importe qui de miser 1 million d'euros sur Bolt à l'âge de 2 ans, il l'aurait fait? Encore une fois, non. Personne n'aurait pris un pari aussi insensé. Parce qu'à moins d'être devin, il était impossible de deviner 24 ans à l'avance ce que Bolt allait devenir. Eh bien, il en va de même pour une idée. Il y a 3 ans, personne n'aurait misé ne serait-ce que 1 euro sur Delivered. Pourtant, d'un projet immatériel, d'un rêve immatériel plutôt, c'est devenu un projet occupant 70% de mes semaines. Quand on a une étudiante, et je vous le dis avec beaucoup d'émotion, qu'on livre et qui nous dit à moitié en pleurs que si on ne lui avait pas apporté ce kit-là, elle n'aurait sûrement pas mangé ce mois-ci, je me dis que finalement, le fait de ne pas s'être posé la question de savoir si c'était possible ou pas, c'est positif. Parce que la principale leçon à retenir de ce premier chapitre, c'est qu'on peut être n'importe qui, rêver de n'importe quoi, et avec du travail, atteindre n'importe quel objectif. Le deuxième chapitre de mon histoire commence en mars 2023. Je suis alors étudiant en deuxième année de master de droit, et alors que Delivered tourne dans 13 villes en France, assurant plusieurs centaines de livraisons, j'arrive à me convaincre que c'est pas assez. Cette idée de faire toujours plus me hante. Et couplée à l'impression d'avoir fait le tour des possibles avec Delivered, elle me pousse à m'intéresser à un autre type de gaspillage, bien moins médiatisé. Le gaspillage non alimentaire, et plus précisément les vêtements. Guy Debord l'expliquait mieux que moi dans son ouvrage La société du spectacle, mais on vit dans un monde où l'apparence compte énormément, et où la fast fashion a pris une place prépondérante dans l'industrie du textile. Mais cette place de premier ordre n'est pas sans conséquence, vous l'imaginez. C'est plusieurs centaines de milliers de vêtements qui, chaque année, sont construits puis détruits, jetés. Ce qui représente des millions et des millions de tonnes d'eau gâchées par an. Alors face à ce constat, j'ai décidé d'agir et de lancer Drest, la première chaîne de boutiques de vêtements 100% gratuite, pareil pour les étudiants, qui permet de récupérer des invendus auprès de ces grands groupes, des invendus issus de précédentes collections ou présentant des défauts mineurs, et de les redistribuer aux étudiants qui n'ont pas les moyens financiers de les acquérir. Au lancement du projet, 2 fois plus d'engouement que Delivered. À ce moment-là, je suis complètement perdu. D'un côté, j'ai toutes ces personnes qui me félicitent pour mes actions, j'enchaîne les plateaux télé, les interviews, les remises de prix. De l'autre, je me dis que dans un pays comme la France, on n'aurait pas existé. Pourtant, nous existons. Et c'est là que j'ai compris que face à un problème, il y avait 2 solutions. La première, c'est de regarder le problème et de rapidement détourner le regard, l'oublier et attendre que quelqu'un d'autre s'en préoccupe. La deuxième, c'est de regarder le problème droit dans les yeux, d'assumer son existence, aussi insupportable soit-elle, pour trouver une solution. Pour ma part, j'ai fait le choix de regarder le problème droit dans les yeux et de travailler jour et nuit pour rendre possible ce que nombreux m'avaient décrit comme impossible. Le troisième et dernier chapitre de mon histoire, c'est le nôtre. Nous, tous. J'aimerais clôturer ce talk en vous parlant d'un sujet qui, encore une fois, nous concerne tous. Un sujet face auquel aucun d'entre nous ne devrait détourner le regard. Celui de notre planète. Est-il vraiment viable de continuer à produire sans fin, d'accumuler les richesses sans fin, sur une Terre qui essaye de nous indiquer qu'approche sa fin? Est-il vraiment viable de produire sans cesse pour maintenir une croissance et continuer à dépenser des richesses que l'on sait vouées à disparaître? Est-il vraiment viable de continuer à vivre et faire comme si tout ça n'existait pas, tourner la tête et poursuivre nos existences? Certains vous diront que oui. Certains vous diront que c'est trop tard et qu'il est impossible d'inverser la tendance. À cela, je répondrai par une phrase. Parfois, rendre possible l'impossible est une question de vie ou de mort. Alors, à nous de choisir si c'est possible ou non. Merci.